Vous savez, il y a des vidéos dont je suis plutôt fier, dont je suis content d'avoir fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des vidéos, que ce soit pour votre travail ou pour un peu comme moi, là, un peu le loisir, entre guillemets, même si c'est un loisir, hein, je vous le dis. Mais ici, on va parler donc de Pico CTF ASM3. Donc ASM3, c'est le nom du challenge, et Pico CTF, c'est le nom du site où il y a des challenges de sécurité. Bon, il y a de grandes chances que si vous regardiez cette vidéo, il y a une grande partie d'entre vous, probablement, qui est en train d'essayer de résoudre ce challenge, mais qui n'y arrive pas. Et j'ai mis un sous-titre à ce challenge qui est le retour de l'assembleur, parce que ça me faisait marrer de dire ASM3, un peu comme Star Wars. Et surtout, j'ai rajouté après coup, ou l'histoire d'un homme têtu. Et l'homme têtu, bah c'est moi. Euh, donc déjà, reparlons un petit peu de cette série de challenges, puisque effectivement, avant un ASM3, il y a déjà un ASM1. Je rappelle qu'il y a 5914 utilisateurs qui ont résolu ce challenge, au moment où je prépare et je tourne cette vidéo, concrètement. Potentiellement, ça aura évolué avec le temps. Donc on est quasiment à 6000. Allez, à 100 près, on est à 6000. ASM2, donc on a fait aussi en vidéo, 3000 utilisateurs. Donc là, on a déjà perdu 50% de nouveau. Un challenge qui était déjà un petit peu plus difficile, qui demandait juste d'avoir deux, trois petites infos pour pouvoir mieux le comprendre, mais qui n'était pas ultra simple. Et enfin, ici, on arrive à ASM3. Et là, on est à 1500 utilisateurs, 1566. Alors en fait, en réalité, 1567, puisque je l'ai résolu et j'ai préparé cette petite vidéo. Qu'est-ce qui nous est demandé dans ce challenge? Donc on nous passe une fonction ASM3, et entre parenthèses, on nous donne trois arguments qui sont exprimés en hexadécimal. Et on nous demande qu'est-ce que ça se retourne. À la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Et donc on doit donner le flag en format hexadécimal. Donc on va devoir faire des calculs, etc. Et c'est là où, donc en gros, si on ouvre un peu le fichier, ça nous donne ça, hein. J'ai mis en titre là ASM3, c'est les arguments. Et ensuite, on nous donne un fichier .s, donc en assembly, en assembleur, en français. Et voilà, à partir de là, on doit essayer de décrypter les choses. Et c'est pas. Alors, forcément, si vous connaissez pas du tout l'assembleur, ça va être très difficile. Je vais essayer d'expliquer le plus de choses possible, mais je vous encourage vraiment fortement à regarder euh, les autres vidéos précédentes ASM1, ASM2, et surtout même Pico CTF, ASMO Bit, où on fait les quatre challenges. Et là, on parle beaucoup, on explique beaucoup ce que c'est. La vidéo dure un peu longtemps, du coup, dure 44 minutes. Mais si vous regardez déjà les 10 premières minutes quasiment, vous avez des explications. Et après, regardez, il y a un petit passage sur Pico CTF sur ce que c'est, quelle est cette plateforme, etc. Et ensuite, il y a toute une suite de challenges, quatre challenges qu'on résout, qui sont assez simples, mais qui sont assez simples parce qu'on progresse au fur et à mesure. Et effectivement, c'est un ordre que je recommanderais, même s'ils ne sont pas, je crois, que des années suivantes. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs éditions du Pico CTF, en 2018, 2019, 2021, etc. Si on regarde là d'ailleurs, là c'était pour 2019, hein, les challenges ASM, on le voit ici en haut à gauche en bleu, Pico CTF 2019. Euh, et alors du coup, la question c'est comment résoudre ça? Alors en fait, il y a deux possibilités. Jusqu'à présent, on a toujours exploré une manière de faire parce que c'était la plus simple, mais là, si vous recherchez un peu sur Internet, vous allez vite voir qu'en réalité, la plupart des personnes qui le font la méthode facile. Et je crois, je suis quasiment sûr, être seulement la deuxième personne à faire une vidéo sur ce challenge et à être la seule personne à faire du coup la méthode difficile. Alors la méthode facile, qu'est-ce que c'est? C'est on copie le code en assembly. On copie donc ce que je vous ai montré juste avant, on le met dans sa machine, on utilise GCC et en fait on le compile de manière à ce qu'il fonctionne. Et ensuite, il y a la méthode difficile. Et comme je disais, de ce que j'ai trouvé après coup avoir préparé la vidéo, j'ai trouvé une seule autre personne qui a fait ça, un Américain, ou en tout cas c'est une vidéo en anglophone, donc peut-être qu'il est anglais, je ne sais pas, mais je n'ai pas entendu trop d'accent anglais, donc je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'était quelqu'un aux États-Unis et qui va pas faire autant d'explications que moi, pour le coup. Et sinon, la grande majorité, on fait la méthode facile. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode difficile en fait? C'est de le faire à la main comme on a fait tous les précédents challenges jusqu'à présent.
Et alors, en fait, on pourrait se poser la question de pourquoi je vais essayer de résoudre ça à la main. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que, enfin, surtout là, en regardant après coup les gens qui essayaient de le compiler, de le faire, etc., qu'en fait, ils font ça pour une seule raison. C'est parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont devant eux. Ils comprennent pas. Ils n'ont pas les connaissances concrètement pour pouvoir résoudre le challenge comme ça. Alors certains pourront dire oui, non, mais c'est pour aller plus vite, etc. Je crois pas parce qu'il y en a beaucoup qui, même en essayant de compiler le code, ils ont du mal à le faire. Ils mettent 40 disclaimers différents pour dire ah oui, alors il faut faire comme ça. Mais si ça marche pas, en fait, il faut faire comme ça parce que j'ai trouvé que ça marchait comme ça. C'est pas scientifique, c'est pas prouvé, c'est pas très très bon. Et moi, et moi, du coup, je me suis dit, bah, enfin, moi, en voyant ça, je me dis, bah ouais, bah en fait, j'ai bien fait de me faire chier, entre guillemets, désolé du terme, à le faire de manière plus longue, mais c'est aussi parce que du coup, maintenant, je comprends mieux les choses et j'ai appris des choses, hein. D'ailleurs, en essayant de résoudre ce challenge, j'ai quand même appris pas mal de choses et c'est pour ça que c'est une vidéo dont je suis assez fier et c'est un challenge dont je suis assez fier d'avoir résolu parce que pour le coup, c'est vraiment un niveau supérieur de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, quoi. Donc, commençons. ASM3, déjà on peut commencer par des petites observations. Ici on voit des petites choses un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. AH, AL, AX. Donc c'est bien des registres, hein, mais c'est des registres dont on avait parlé encore une fois dans la vidéo PicoCTF, Bit, O, ASM, 4 challenges en une vidéo. Donc je vous encourage à aller la regarder, c'est une des premières vidéos quasiment de ma chaîne, hein, peut-être la deuxième ou le troisième, je sais plus. En tout cas, c'est dans les trois, quatre premières. Et on expliquait que les registres, en fait, c'était à l'intérieur de votre CPU des endroits qui servaient à faire des calculs euh, plus rapidement, entre guillemets, enfin même non, c'est plus rapide, pour faire des calculs et que, du coup, bah, différents registres avaient différents, parfois même objectifs. EBP, ESP, EDI, enfin EIP, pardon, des choses comme ça, enfin EDI aussi, vous me direz. Donc tous ces registres-là, ils sont utilisés par notre machine pour interpréter en fait un fichier exécutable qu'on lui donne alors qu'il n'a pas accès aux lignes de code et puis de toute façon l'ordinateur il ne comprend pas les lignes de code encore une fois. Mais je vous invite vraiment, si vraiment ça vous parle pas, ça vous paraît totalement abstrait, de regarder au moins peut-être les 10 premières minutes de cette vidéo-là que je vous montre ici sur ma chaîne. Et ensuite, bah, regardez peut-être passer les 10 autres minutes qui suivent, parce que là on parle de CTF, de Pico CTF, de l'université qui organise ça. C'est intéressant, mais si vous vraiment voulez vous concentrer sur l'assembleur et les challenges, bon bah vous pouvez passer ce passage-là, hein, y a pas de... Je vous en voudrais pas, pas de problème. Donc, on sait que c'est des registres. Et les registres, ils dépendent effectivement pour beaucoup, euh, ils dépendent en fait en réalité de comment l'architecture de votre ordinateur. Je trouvais plus trop mes mots, pardon. Donc du coup, nous, normalement, si vous êtes sur un ordinateur plus ou moins moderne, il y a de grandes chances que vous soyez sur un ordinateur en 64 bits. Sinon, vous êtes, au pire des cas, en 32 bits. Et forcément, bah, un ordinateur 32 bits et un ordinateur 64 bits ne peuvent pas contenir le même nombre d'informations. Il y en a un qui en contient plus et il y en a un autre qui en contient moins. Donc RAX, c'est quelque chose qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais ça, c'est le registre euh, en 64 bits. Donc il peut contenir 64 bits d'informations concrètement, quoi. Alors que EAX, ça on va le voir, EAX, AX, AH et AL, bah en fait c'est des registres et à chaque fois c'est des sous-divisions d'un registre. Donc en fait dans RAX, on a un intérieur deux fois EAX, en tout cas en taille. À l'intérieur de EAX, on a AX qui fait la moitié donc du coup de EAX. Et dans AX, il se divise en deux, donc les 16 bits de AX se divisent en deux entre AH et AL. On peut dire donc que AH, bah, c'est le registre AX, mais c'est le O, le HI, pour I en anglais, et le L pour low, du coup, et c'est divisé en deux. Donc ça va être 8 et 8. Donc déjà, quelque chose qu'on a vu là, juste en regardant rapidement les lignes un petit peu d'assembleur, ben, on voit AH, AL. Donc on sait que ça va contenir des choses avec 8 bits, et que AX, 16 bits. Et potentiellement EAX, on va voir aussi en réalité un petit peu, 32 bits.
Donc on comprend que déjà une problématique de ce challenge, c'est les tailles. Ensuite, on a ici quelque chose, on ne s'est jamais trop attardé dessus jusqu'à présent, en réalité, sur les termes byte, PTR, et puis après, bah, on a des termes entre crochets pour parler d'une adresse, hein. Et on a EBP plus 0x9, EBP plus 0xe, XF, 12, etc. Mais on a une petite différence aujourd'hui. Donc on a notre byte PTR qu'on avait déjà vu un petit peu, un style en tout cas c'était plus des D-words et des Q-words. Et là on a word aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé. J'ai dû l'énoncer à un moment donné dans justement la fameuse vidéo que j'arrête pas de répéter, d'aller voir, mais j'ai dû vite fait en parler, mais c'était très très rapide. En fait, c'est des mots, des words. Alors attention, j'ai mis entre crochets en italique parce que la définition de ce qu'est un mot normalement, c'est par rapport à la taille des registres de l'architecture de votre CPU. Donc normalement, un mot, bah, si on est sur du 32 bits, bah, c'est un D-word, quoi qu'il arrive. Si on est sur du 64 bits, c'est un Q-word. Mais en gros, en tout cas, là, il faut comprendre que ce que vous voyez là, c'est des mots, mais en fait, c'est surtout des directives de taille. Et donc, du coup, on a QWord qui vaut 64 bits, on a DWord qui vaut 32 bits, donc là, ce serait effectivement notre EAX. On a des Word qui vaut, ouais, bon, bref, 16 bits, donc ça, ce serait notre AX. Et on a enfin les bytes, là, c'est 8 bits. Donc ça se tient à peu près parce que AH et AL, bah, du coup, c'est effectivement des bytes. Et effectivement, quand on voit l'indication byte comme ça, et ben du coup, c'est à chaque fois quasiment en relation avec un AL ou un AH. Et on voit aussi Word 16 bits, et si on revenait en arrière, mais on le reverra plus tard, pas de problème, hein, c'est du 16 bits. Et c'était dans AX. Et AX, on a dit que c'était un registre de 16 bits. Bah, c'est parfait. Et là, il y a un petit rappel que je voulais faire au cas où, qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai mis each hexadecimal digits is equal to 4 bits. Donc chaque chiffre ou lettre, du coup, unité d'un hexadécimal, ça vaut 4 bits. Ça, c'est important parce que potentiellement, si vous avez beaucoup de mal avec ce challenge, c'est peut-être une information que vous avez oubliée ou vous survolez et qui peut vous aider à comprendre les choses. Mais déjà, je pense que ceux qui sont progressivement bloqués dans ce challenge, là, ils commencent à peut-être avoir des idées de comment le résoudre. J'espère, au fur et à mesure. Et sinon, bah, de toute façon, on va vite le résoudre ici. Enfin, ici, il y a une autre problématique qu'on n'avait jamais eue jusqu'à présent, quasiment, à part dans ASM2 un petit peu. Dans ASM2, on avait aussi ces notions de EBP-, EBP+, etc. Donc EBP, c'est le base pointer, hein, c'est un registre pour suivre, si vous voulez, la stack. Donc la stack étant un élément de la mémoire important qu'on utilise. Et il y a deux éléments de la mémoire qui sont utilisés quand on fait de la programmation, c'est la stack et la heap. Euh, la stack, bah, en fait, c'est donc la pile, la heap, c'est le tas. Et on construit la stack en empilant des choses dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça une pile. Même si ça va de l'adresse la plus haute à l'adresse la plus basse, techniquement. Donc ça voudrait dire que c'est un peu inversé, c'est-à-dire que ça va vers le bas. Mais bref, un jour on pourra en reparler. C'est un petit peu spécifique. J'ai prévu une vidéo sur du C qui parle des chaînes listées et de la data structure linked list qui devrait sortir, alors, ou qui est, à mon avis, quand vous verrez cette vidéo, c'est déjà sorti. Mais globalement, n'hésitez pas à aller à la voir, en tout cas le début de cette vidéo, parce que comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est construit. Je détaille un peu plus les choses. Je me fais un peu mon auto-promo, vous m'en voudrez pas. Donc normalement, ici, dans ASM2, on avait compris que effectivement, on avait seulement deux arguments. Et ce qui était intéressant, et ce qui nous posait potentiellement problème pour résoudre ASM2, c'était de savoir bah, quel argument allait à quelle position. Et là, c'est un peu pareil, parce qu'on a EBP plus 0x9, on a ensuite EBP plus E, EBP plus F, EBP plus 12. Et là, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on a quatre choses alors qu'on a trois arguments. Et effectivement, c'est parce qu'ils pointent pas tout à fait vers des arguments. Donc, une des deuxièmes difficultés de ce challenge, c'est de savoir bah, de quoi on parle, à quel endroit on parle de choses et d'autres. Et pour ça, il y a deux informations à connaître. Donc première information, ici on est déjà dans l'écriture en soi, on est
sur du Intel. On n'est pas sur le nom qu'on ne doit pas prononcer parce que franchement, qui écrit autrement que Intel? Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut le reconnaître parce qu'on voit qu'au tout début, il y avait écrit push EBP et mov EBP, virgule ESP. Donc, qu'est-ce que ça peut peut-être pas vous parler, mais c'est surtout avec le mov EBP, virgule ESP, c'est en gros, EBP c'est la destination et ESP c'est la source. Et ça, c'est important, cet ordre-là, parce que ça aurait pu être inversé, selon comment on veut l'écrire. Ça ne changerait pas fondamentalement l'information, mais c'est intéressant. Après, il y a une autre information quand même qui est intéressante avec Intel, ça va être est-ce que c'est Little Endian ou Big Endian? Alors, en français, on parle de boutisme, gros boutisme, petit boutisme, ça vient du fameux livre de Gulliver, etc., etc. Bon, si vous avez la ref, vous avez la ref, si vous n'avez pas la ref, vous inquiétez pas, c'est une histoire en soi, mais c'est surtout important parce que, en fait, c'est comment on représente les informations. Et c'est important pour nos paramètres. Parce que, en fait, si je lis le passage intéressant, donc the x86 processor use Little Endian byte ordering, the least significant byte of an integer is stored at the lowest address of the integer. Et ça, cette information-là, et après l'autre aussi, hein, the most significant byte is stored at the highest address for data items in this processor. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les paramètres qu'on a en hexadécimal, il va falloir les traiter pour pouvoir les changer justement en Little Endian. Et pour pouvoir ensuite comprendre, ça va nous aider si vous voulez à comprendre donc cette représentation de l'hexadécimal, elle va nous permettre de comprendre justement les EBP plus E plus F, etc., etc. Donc ça va être très important à suivre. Donc, on commence. Déjà, on va éliminer ligne par ligne au fur et à mesure et on va réécrire. Ça, je vais garder à peu près la même manière de faire les challenges que les précédents, en tout cas ASM1 et ASM2, parce que dans Pico CTF, BitoAsm, on avait fait du bas vers le haut parce que c'était vraiment très court, très facile. Et depuis le début des challenges ASM, on lit vraiment comme un livre, hein, du haut vers le bas. Donc, déjà, les deux premières lignes, on les connaît par cœur. Push EBP, mov EBP, virgule ESP. Donc, le stack pointer est bougé sur avec le base pointer, etc. C'est très bien, mais concrètement, on s'en fout, c'est ce qu'il y a à chaque fois au début d'un programme. Donc, c'est normal, ça va pas nous aider à résoudre le challenge, entre guillemets en tout cas, c'est pas très intéressant pour nous. Donc, on commence tout de suite par la ligne plus 3, hein. XOR, EAX, EAX. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que XOR, on peut en parler rapidement. XOR, c'est pour Exclusive OR. Donc, si on prend un petit peu un exemple, si on fait un en bitwise operation, donc en binaire, hein, si vous voulez, en 1 entre les 1 et les 0, si on fait 1 XOR 0, ça nous donne 1. Pourquoi? Parce que c'est exclusivement ou c'est exclusivement soit 1, soit 0. Bah, si on vous dit c'est soit 1, soit 0, oui, oui, c'est bon. Donc XOR, il va renvoyer 1. Si je fais 0 XOR 1, bon, bah pareil, c'est exclusivement soit 0, soit 1. Ça change pas. Par contre, si je fais 1 XOR 1, bah là, ça va pas. Parce que c'est soit 1 ou 1. C'est la même chose. Donc là, XOR, il va dire, ah bah non, c'est pas un exclusivement OR là. On a deux fois les mêmes valeurs des deux côtés. Donc ça va pas. Donc c'est un 0. Et si je fais 0 XOR 0, et bien du coup j'ai 0. En fait, à quoi ça sert du coup ce genre de choses ici? Bah en fait, c'est juste pour dire EAX, on le vide. Si EAX, si le registre EAX avait une valeur à l'intérieur, et bien quoi qu'il arrive, en faisant un XOR de lui-même, on élimine toutes les valeurs, on le met bien à 0. Donc ça sert juste à ça. Donc cette ligne-là, c'est comme si elle n'existait pas, entre guillemets. En tout cas, elle nous intéresse vraiment pas. Ensuite, ligne plus 5, on commence à avoir les fameuses problématiques. Donc, mauve, ça nous permet de prendre une valeur qui est à la droite de la virgule, donc ici byte PTR EBP plus 9 en hexadécimal, et de le bouger à l'intérieur du registre AH. Et AH, si vous vous souvenez, on a dit que c'était bien 8 bits. Et on a dit aussi que byte,
C'était pareil, 8 bits. Maintenant, la question, c'est EBP plus 0x9. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est quelque chose qui peut être très problématique. Et je pense que c'est la chose la plus dure à comprendre de ce challenge. En fait, si on écrit un petit peu tout ça, il va falloir réécrire, si vous voulez, nos paramètres, nos valeurs de paramètres. Donc si on commence, en fait, on écrit notre premier paramètre, param 1. Donc si vous regardez dans le titre, hein, il y a écrit ASM3 0xD2 C2 64 16. Et ben en fait, on va le changer par rapport à Little Endian. Parce qu'on a dit que c'était du Little Endian et pas du Big Endian. Donc du coup, on va devoir mettre 16, on met un petit espace, 64, espace, C2, D2, et on fait pareil pour les autres. Donc au final, c'est un peu dans le sens inverse. Donc on prend la fin, F0, 51, CF, E6. Et ensuite, pour le troisième, D5, 09, 44, 44 pardon, et E5. Donc du coup, on peut se dire, ok, pas mal, mais maintenant, ça ne me dit pas quelle valeur est à partir de mon EBP, donc de mon base pointer, quelle est la valeur en plus 9. Et alors en fait, à ça, il faut comprendre une petite confusion un petit peu parfois compliquée, parce que ici, ce schéma-là, je pense, montre bien que, hein, en fait, au fur et à mesure, on est en train d'augmenter notre, notre pile, et, euh, et en fait, quand on fait des appels, ben, on voit ici, hein, il y a écrit EBP plus 8, mais pourquoi EBP plus 8? Parce qu'en fait, il y a la return address qui prend déjà EBP plus 4. Et c'est là où mot et mot, vous voyez, quand j'avais mis mot entre guillemets et en italique, bah, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, parce que ici, quand je vous dis que chaque argument va prendre un espace et prend donc 4, donc ça fait de plus 4 en plus 4. C'est bon déjà parce que on a tous nos paramètres qui sont du même type hein, déjà. Et en fait, c'est là où il y a une confusion entre mot et mot, et c'est surtout les 32 bits. Et en fait, quand on parle de 4 en 4, là, quand on passe de 8 à 12, de 12 à 16, donc effectivement, à chaque fois on gagne 4, bah, en fait, on parle effectivement d'un mot. Mais quand on parle de mots, on parle de 4 octets ou 4 bytes en anglais, quoi, ici. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une confusion. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ça va plus ou moins commencer, en tout cas, enfin c'est même pas plus ou moins, ça va commencer à EBP plus 8. Alors attention avec ce schéma parce que plus 16, c'est pas de plus 12 et plus 16 ici ne sont pas en hexadécimal, hein. Ils sont exprimés en valeur numérique, donc c'est un mauvais schéma là-dessus, mais j'ai trouvé celui-ci gratuitement, donc je me suis pas embêté. Donc du coup, si on change ici, bah, param 1, en fait, il va commencer à EBP plus 8, parce qu'en EBP plus 4, en fait, il y a notre return address de notre fonction, etc. Donc du coup, EBP plus 8, c'est notre paramètre 1. EBP plus C, donc là c'est bien, je les ai bien mis en hexadécimal, hein, je les ai pas mis comme dans le schéma. Bah, pourquoi C? Parce que après 8 en hexadécimal on a 9, ensuite on a A, ensuite on a B, et ensuite on a C. Et C, bah, c'est notre nouveau paramètre, c'est le quatrième après. Ensuite, après C, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a 10, mais attention, 10, c'est pas. Voilà, c'est. Après C, il y a D, il y a E, il y a F. Et ensuite, bah, on passe à 1, 0 en hexadécimal. Et ensuite, on va faire 1, 1, 1, 2, 1, 3 jusqu'à 1, 9. Et à partir de 1, 9, on va faire 1 A, 1 B, etc., etc. On va compter en hexadécimal. Donc, du coup, on a nos adresses. Ok. Bon, maintenant on compte. Si on regarde en fait 0,9, bah en fait, le 0 EBP plus 8, il représente ici le 16, et le 9, bah, c'est juste celui qui suit, donc c'est 64. Parce qu'on a bien cherché, en fait, hein, attention, c'est pas le 6 simplement, c'est forcément le 6 et le 4 ensemble, hein. Ils vont en paire, parce que je vous ai dit, chaque paire de l'hexadécimal vaut 4 bits. AH vaut 8 bits. Donc du coup, c'est bien 64, parce que 6, ça vaut 8, 4, ça vaut 8 bits, hein, je parle. Donc du coup, bah, c'est bien 64. Maintenant, donc ok, on a ça, on sait que dans notre registre AH, il est égal à 64. Maintenant, la question c'est SH, la ligne 8,
SHL AX, virgule 0x10. Donc 12 en décimale. Cette ligne-là, il faut comprendre déjà bah, le code d'avant, le SHL, qu'est-ce que c'est? SHL, en fait, c'est pour Shift Left. Donc, si on regarde avec la calculatrice en mode programmeur qu'on va beaucoup utiliser, je l'ai fait là en utilisant le mode binaire. Donc, imaginons 1, 0, 1, 0. Qu'est-ce qui se passe quand je vais faire Shift de 1? Ben, en fait, mon 1, 0, 1, 0 se transforme en 1, 0, 1, 0, 0. On a juste rajouté un 0 derrière. Parce que je lui ai dit de bouger d'un cran en mettant 1. Donc en faisant Shift Left 1. Bah, du coup, on va faire pareil ici. On va faire Shift Left de AX. Donc du coup, la question c'est dans quel état est déjà de base le registre EAX? Et ensuite, alors pourquoi je vous parle de AX hein, en soi? Déjà, c'est une première question aussi. C'est parce que c'est le registre plus haut. Parce qu'en fait, après AX, il se passe encore, il y a encore des choses, il y a encore EAX, et après EAX, il y a RAX. Bon, là, on sait qu'on est sur du 32, enfin, je vous le dis en tout cas, on est sur du 32 bits, donc il n'y aura jamais RAX, mais on a du EAX. Donc, pour rappel, hein, encore une fois, les registres. Et donc là, on est en train de parler d'AX. Mais pour le moment, on a manipulé que. Alors, on a manipulé une fois EAX pour le vider, en faisant XOR. On a rajouté une valeur dans AL. Et maintenant, bah, on va faire un shift gauche de l'intégralité, donc de 0 et ensuite de AL. Donc, EAX, il est vide par défaut. Ensuite, on a fait notre mouvement. Donc, on a en gros, EAX, il ressemble à ça. 0, 0, 0, 0, 6, 4, 0, 0. Si je fais un shift de 0x10 à gauche, bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, à partir de là, là, dans le cadre vert, on a AL, ici on a AH, donc ça c'est AX, hein, pour rappel, et donc du coup on va bouger ce AX, et on va du coup l'avoir toujours dans notre registreur, en tout cas dans notre registre, pardon, EAX, mais décalé. Alors, est-ce qu'il va nous servir ou pas? On va le voir. Est-ce que c'est une information qui est utile ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, maintenant, on sait que dans AX, et donc AH et AL, forcément aussi, bah, c'est à zéro. Tout a été remis à zéro. Donc c'est intéressant parce que du coup, on pourrait se dire que les premières lignes nous ont servi à rien. Bah oui, je vous le dis, oui. Les premières lignes n'ont servi à rien pour le moment en tout cas. Donc maintenant, on arrive à la ligne 12. Sub, AL, virgule, byte PTR, EBP 0xe. Donc, on sait que AL a été vidé. Alors, sub, c'est pour soustraction, hein, pardon. Donc, on va soustraire ce qu'il y a à l'intérieur de AL par byte PTR EBP plus 0xe. Et on va conserver le résultat dans AL, parce qu'on est en byte. Et donc, du coup, si on compte, hein, là, ici, en vert, vous voyez, F0, c'est EBP plus C. Nous, on veut EBP plus E. Donc, après C, on a D. Et après D, on a enfin E. Donc, le byte PTR de BP plus 0x E, ben en fait, il est égal à CF. Donc, si on fait notre calcul, on peut utiliser notre calculatrice de programmeur et faire comme ça en byte. Ben, en fait, si on fait 0 moins CF, ça nous donne 31. Donc, AL est égal à 31. Maintenant, on nous demande d'additionner, donc additionner, AH qu'on connaît encore, qu'on sait, qui pour le moment, vu qu'on ne l'a pas manipulé, est toujours à 0, 0. Et on va lui ajouter byte PTR, EBP plus 0xf. Donc si on regarde de nouveau, hein, bah, en fait, on avait fait C, D, E, bah, c'est juste après F, hein, donc c'est E6. Donc là, pareil, hein, 0 plus E6, j'ai pas besoin de la calculatrice pour le faire, ça fait E6. Voilà, c'est assez facile. Donc, on a notre AL, on a notre AH. Maintenant, on doit faire XOR de nouveau. Mais cette fois, on doit faire XOR AX et après virgule word PTR EBP plus 0x12. Donc, AX déjà, on a notre AL à 31, on a notre AH à E6, donc AX est égal à E6 31. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Maintenant, Word PTR EBP plus 0x12. Donc rappel Word, là c'est différent, il faut faire attention. On n'est plus maintenant dans le cas où on était sur des bytes PTR, maintenant on est sur un Word PTR, donc sur l'adresse EBP plus 0x12. Si on regarde, hein, on avait cette ligne-là jusqu'à présent, EBP plus 10, mais là comme cette fois on est sur un Word, le double d'un byte, et bien du coup il faut bien qu'on prenne toutes les valeurs hexadécimales, donc 44 et E5. Parce que, en fait, hein, juste pour rappel, le EBP plus 10, donc c'est D5, le 11, c'est 0,9, et le 12 commence à 44. Mais nous, on doit prendre un Word, encore une fois, donc 16 bits. Donc du coup, on doit prendre 4 de l'hexadécimal, 4 unités de l'hexadécimal, donc 4, 4, E5. Donc maintenant, on peut faire notre XOR, maintenant qu'on sait chaque valeur. Donc attention à ce XOR. Attention. Parce que si vous vous souvenez bien, on a parlé de Little Endian et de Big Endian. Big, gros boutisme, pardon, en anglais, en français, et petit boutisme. Et donc du coup, nous, on a notre AX se présente de cette manière-là, alors qu'on a notre BP plus 0x12 qui est représenté de l'autre manière. Donc comment on fait? Et ça aussi, c'est un gros problème de ce challenge, parce que c'est là où, à mon avis, pas mal de gens ont du mal à... Enfin, en tout cas, peuvent se tromper. Alors, techniquement, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs manières de faire. Ça va mener à la même chose, mais c'est juste qu'effectivement, à un moment donné, il faut bien faire la bonne partie avec la bonne partie. En fait, on peut plus ou moins convertir, si vous voulez. Dans la calculatrice, si vous voulez tout faire d'un bloc, vous devez faire E631, bah ça c'est ce qu'on avait. Par contre, vous devez réinverser, du coup, le E544, vous devez le remettre différemment et ça va vous donner 375. Si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez faire E6 XOR E5, ça va vous donner 3, et 31 XOR 44, et donc du coup, vous allez bien avoir le 75. Donc, concrètement, notre AX est égal à 375. Et là, je peux vous le dire, on a terminé le challenge. C'était aussi simple que ça, entre gros guillemets. Pourquoi on a terminé le challenge? Parce que les trois dernières lignes, elles servent juste à terminer justement ce qu'on a. Donc, on a notre NOP, ça veut dire pas d'opération. On a notre pop EBP, donc ça c'est pour la stack. Donc le base pointer, on le dégage. Et ensuite, on nous demande de faire le return. Alors, la chose qui n'est pas hyper explicite dans ce challenge, je trouve, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit return à la fin. Est-ce que je dois return AX ou est-ce que je dois return EAX? Bon, si vous essayez l'un et que ça marche pas, vous essayez l'autre, ça va marcher, je vous le dis. Mais c'est vrai que c'est pas ultra clair. Moi, au début, j'ai pensé à ce qui... Enfin, je pensais qu'il voulait, vu qu'on avait fait un shift left, qu'on avait encore notre valeur 64 loin, bah, je m'étais dit que potentiellement, il cherche à ce qu'on ait EAX. Mais en réalité, ils veulent pas EAX et ils veulent que AX. Et on a trouvé la valeur de AX qui était 0x375. Et ça, vous le mettez en flag et vous avez validé le challenge. Ne quittez pas tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, ou en tout cas si elle vous a aidé, et même si vous n'avez pas aimé au final, après tout, à quoi bon? Mettez un petit like, ça m'aide. Suivez la chaîne si vous avez envie de suivre la chaîne. C'est pas obligatoire. Je sais que tout le monde vous le demande, mais c'est parce que c'est la méta qui fait que, mais la méta fait que c'est pas intéressant de suivre des chaînes en ce moment. Enfin, c'est de moins en moins intéressant. C'est comme ça, c'est YouTube. Mais en tout cas, si vous voulez m'aider, si moi j'ai pu vous aider, même ne serait-ce qu'un petit peu, et même si je vous ai pas aidé, c'est pas grave. Mettez un petit like, ça vous coûte rien, c'est gratuit et ça m'aidera beaucoup. En tout cas, j'espère quand même fondamentalement que ça vous a aidé. Moi, je suis content d'avoir résolu ce challenge. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'y ai pensé à la méthode facile, hein. J'y ai pensé tout le long, parce qu'à un moment donné, je trouvais pas. Et je me disais, mais c'est bizarre, le shift left, là, je comprends pas, est-ce que je dois garder ou pas la valeur? Est-ce que je dois la garder? Est-ce qu'elle saute parce qu'on a fait un shift left sur AX? C'est pas clair, mais en même temps, on est sur du 32 bits. Je me suis posé plein de questions comme ça.
Le dernier Xor, bah effectivement, bon ça, c'est pas ce qui m'a donné le plus de difficultés, mais c'est vrai que c'est pas non plus ultra intuitif, parce que en fait on a déjà fait une genre de conversion Little Angel Big Endian, donc il faut pas oublier que on l'a fait, donc ça va pas si on le fait pas de la bonne manière, on se rend compte qu'il y a un problème sur comment on a enregistré les données. Mais donc du coup, concrètement, à part ça, bah, c'était un challenge ultra intéressant. J'y ai pensé à la méthode difficile, mais je pense que vraiment, si vous voulez le faire à la main et essayer de le comprendre, c'est la meilleure chose à faire parce que sur le long terme, je pense que, que les gens comme nous qui avons voulu le faire à la main, on aura une grosse différence avec les gens qui n'ont pas voulu le faire à la main parce qu'ils ne le comprenaient pas. Pas parce qu'ils pouvaient. Peut-être que certains l'ont fait en le comprenant, hein, mais je pense que fondamentalement beaucoup ne le comprenaient pas. Et vu qu'il y a très peu de gens qui ont réussi à résoudre le challenge, je pense que c'est la majorité des cas comme ça.